Je m'appelle Héloïse Dubois, et pendant les 25 premières années de ma vie, mon seul crime a été d'être la fille de ma mère. Une faute que mon beau-père, Michel Moreau, ne m'a jamais permis d'oublier, pas même une seule journée. Jusqu'à ce soir fatidique, au cœur d'un dîner de famille qui devait célébrer son dernier triomphe, mais qui est devenu l'arène de ma libération. La vie dans la bourgeoisie provinciale française, où les apparences sont une monnaie bien plus forte que la sincérité, est un théâtre cruel. Michel, avec son costume croisé sur mesure et son air de baron autoproclamé, n'était pas seulement riche. Il était le gardien de la respectabilité, le juge suprême dont le regard suffisait à vous faire sentir comme une tache sur son tableau parfait. Il avait épousé ma mère, Claire, lorsque j'avais 6 ans, non pas par passion dévorante, mais par une convenance sociale impeccable. Claire, après la mort prématurée et tragique de mon père biologique, avait besoin d'une ancre, d'une position. Et Michel, veuf et père de 2 garçons, avait besoin d'une femme élégante pour décorer sa maison bourgeoise et gérer ses réceptions. J'étais l'élément imprévu, la relique mal aimée du passé qu'il tolérait avec une condescendance qui m'a rongée pendant 2 décennies. La maison, un hôtel particulier près de Lyon, avec ses hauts plafonds moulurés, ses planchers grinçants sous les tapis d'Orient et son jardin à la française impeccable, était à la fois ma prison dorée et le décor permanent de mon humiliation silencieuse. On m'y a élevé avec les meilleures écoles, les meilleures leçons de piano, mais avec une absence de chaleur émotionnelle qui glaçait l'âme. Mon beau-père régnait par le silence et la critique déguisée. Chaque succès était minimisé, chaque erreur magnifiée. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention à l'université, il a simplement commenté « Enfin, ce n'est que justice compte tenu du prix des études ». Lorsque j'ai décroché mon premier poste dans une start-up parisienne, loin de l'influence familiale, il a dit à ma mère « Laisse-la s'amuser, elle reviendra quand elle aura besoin de la vraie sécurité ». Son hypothèse constante était que, sans son nom, sans son argent, et surtout sans sa permission, je n'étais rien. J'étais le fantôme à la table, celle qui, selon lui, n'avait hérité que de la sensibilité inutile de son vrai père et du manque de sens des affaires de ma mère. Je n'étais qu'un parasite élégant. Ma belle-mère, Claire, quant à elle, jouait le rôle de la pacifiste lâche. Elle voyait la tension, elle entendait les piques, mais elle choisissait toujours le confort de sa nouvelle vie. Son regard fuyant était ma confirmation silencieuse qu'elle avait choisi Michel et tout ce qu'il représentait, plutôt que moi. Ses fils, mes demi-frères, Charles et Thibaut, incarnaient le stéréotype de l'héritier arrogant. Charles, l'aîné, était le favori, l'héritier désigné de l'entreprise Moreau Logistics, malgré son incompétence notoire, passant plus de temps à bord de son yacht qu'au bureau. Thibaut, le plus jeune, était le mondain, l'influenceur familial, utilisant l'argent de Michel pour financer une vie de luxe qu'il affichait sans vergogne. Tous deux me regardèrent de haut, me traitant de pauvre petit intello parce que j'avais refusé d'accepter une position factice au sein de l'entreprise familiale et choisi de construire mon propre chemin à Paris, dans le secteur des technologies et de l'analyse de données. Leur mépris était le moteur secret de mon ambition. Loin de Lyon, j'avais travaillé dans l'ombre, avec une détermination que personne dans cette famille ne pouvait imaginer, m'appuyant sur l'éthique de travail que mon père biologique m'avait transmise et que mes grands-parents maternels, des gens modestes, avaient toujours valorisée. Je ne voulais pas de leur argent. Je voulais ma liberté. La liberté de ne pas avoir à baisser les yeux devant Michel. La liberté de respirer sans sa permission. L'événement de la soirée était une fête pour célébrer la finalisation de la vente d'une partie historique de Moreau Logistics, un actif qu'il avait toujours refusé de moderniser et qu'il venait de céder à prix d'or à un consortium international. Le dîner était extravagant. Une table dressée pour 20 personnes, le meilleur vin de Bourgogne, des couverts en argent et une tension palpable sous le vernis des politesses. Michel, au centre, monopolisait la conversation avec un discours interminable sur sa vision et son génie entrepreneurial. Il parlait de l'argent comme d'une arme, et j'étais sa cible préférée. Mon erreur, cette fois, fut d'oser contredire. Il se vantait d'avoir liquidé l'ancienne branche de l'entreprise parce qu'elle était obsolète et que les jeunes n'y connaissaient rien de la vraie logistique. Mon travail dans les mégadonnées logistiques à Paris m'avait donné une perspective différente,
une connaissance intime de ce qu'il vendait. Je savais que l'actif qu'il venait de céder n'était pas obsolète, il était sous-exploité, et avec les bonnes technologies d'optimisation, il valait 10 fois plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer à Thibaut, qui était assis à côté de moi. Il a vendu l'or pour des broutilles. Il n'a juste pas compris la valeur des données qu'il possédait. C'était une remarque à voix basse, destinée à mon demi-frère. Mais la salle s'est figée. Michel, qui avait l'ouïe aussi fine que son ego était grand, a cessé de parler. L'air dans la salle est devenu si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Il s'est tourné vers moi. Un sourire condescendant, le même que celui qu'il utilisait pour me renvoyer à ma place depuis 20 ans. Le silence était total. Le genre de silence qui précède l'orage dans ces familles. C'est à ce moment-là que l'incident a eu lieu. La fraction de seconde qui a fait basculer ma vie et la sienne. Ce n'était pas juste une confrontation. C'était la confrontation que j'attendais depuis toujours. Il a levé sa main, non pas pour frapper, mais pour marquer sa domination sur la table, avant de faire claquer son poing, ce bruit sourd résonnant dans la porcelaine fine et le cristal de baccarat. Le verre de vin trembla sur la nappe en lin. « Silence !» a-t-il lancé, sa voix basse mais vibrante de menace. « Tu t'assois, Héloïse, et tu laisses les adultes parler d'affaires. Tu n'es rien ici. Tu n'as rien. Et tu n'auras rien. » Le coup de poing sur la table n'était pas qu'un geste de colère. C'était un acte de possession. Michel ne voulait pas seulement m'interrompre. Il voulait me réduire à la poussière, me rappeler, devant toute la famille et leurs amis les plus influents, mon statut d'intruse. C'était la cristallisation de 20 années de dédain, un moment de pure, froide humiliation publique qui ne cherchait qu'à me renvoyer à ma petite existence parisienne, à mon appartement loué, à ma carrière insignifiante dans la tech. J'ai senti mes joues chauffer, non pas de honte, mais d'une rage froide et contrôlée que j'avais cultivée pendant des années. J'ai regardé ma mère, Claire, assise à côté de lui. Son visage était une toile de panique et de résignation. Elle m'a lancé un regard d'avertissement désespéré, un silence suppliant qui disait « Ne fais pas de vagues, n'affronte pas Michel, nous avons besoin de lui. » Ce regard a été l'ultime trahison, la confirmation que l'affection n'avait plus de place dans ses priorités. J'ai compris à cet instant que le silence qu'elle m'imposait n'était pas pour ma protection, mais pour la sienne. Je me suis redressée sur ma chaise, adoptant une posture que je n'avais jamais osé prendre dans cette maison, celle de l'égalité. L'histoire entre Michel et moi n'était pas juste une affaire de belle-fille et de beau-père. C'était une bataille idéologique entre la vieille garde et la nouvelle économie, entre l'orgueil démesuré et la puissance discrète du savoir. Ma jeunesse et mon domaine, la data science, étaient pour lui des menaces existentielles, des choses qu'il ne pouvait pas contrôler ni acheter, et donc qu'il méprisait. Il avait passé sa vie à construire son empire sur la force brute et les connexions, tandis que j'avais passé la mienne à construire le mien sur des algorithmes et l'analyse prédictive. L'incident de ce soir-là n'était que le dernier épisode d'une longue série d'attaques personnelles. Je me souvenais de ma première année à l'université, lorsqu'il avait ouvert ma correspondance sans ma permission et avait déchiffré mes relevés de compte pour s'assurer que je gérais bien l'argent de poche qu'il me donnait. Je me souvenais de la fois où il avait saboté une interview d'embauche pour moi, appelant le recruteur pour lui conseiller de ne pas m'embaucher, car je serais mieux à la maison à chercher un bon mari. Il avait toujours cru que ma destinée était de dépendre, jamais de diriger. Cette conviction était son point faible, celui que j'avais méthodiquement exploité ces dernières années. Pendant que Michel continuait de me foudroyer du regard, ses fils, Charles et Thibaut, échangeaient des sourires de connivence. Ils étaient les enfants en or de l'Empire Moreau, exemptés de tout effort, habitués à ce que leur père nettoie derrière eux et leur construise un chemin pavé. Charles a chuchoté assez fort pour que tout le monde entende « Laisse-la, papa. L'intelligence ne s'achète pas avec les aides sociales, et de toute façon, elle ne comprendrait rien aux vrais chiffres. » L'insulte, lancée à l'endroit le plus sensible de mon honneur personnel, a été le catalyseur. C'était trop. Ils avaient franchi la ligne. Ces dernières années, pendant que j'encaissais leur pique condescendante, j'avais travaillé 18 heures par jour, sans week-end, sans vacances. J'avais pris le risque de tout perdre. J'avais vécu dans un studio minuscule à Paris, me nourrissant de soupes instantanées pour économiser le moindre centime, tout cela pour construire ma propre société d'analyse de données, Solstice Analytics.
Une société que j'avais fondée sous un nom d'emprunt, dans le secret le plus total. Mon entreprise était devenue une référence silencieuse dans le secteur, une licorne discrète. Et maintenant, ce soir, leur mépris alimentait ma réplique. Je n'allais pas seulement leur prouver que j'avais réussi, j'allais leur prouver que leur succès était fondé sur l'ignorance et l'aveuglement. L'objet de la discussion, la branche logistique qu'ils venaient de vendre, était l'une des raisons pour lesquelles j'étais là. J'avais besoin de connaître le montant exact de la transaction et l'identité de l'acheteur. Il y a 6 mois, mon entreprise, Solstice Analytics, avait été approchée par ce même consortium pour optimiser les actifs qu'ils achetaient. En creusant les données, j'avais découvert que l'acheteur surestimait largement les capacités de l'infrastructure physique, mais sous-estimait tragiquement la valeur des données historiques et des algorithmes de routage que j'avais, moi, réussi à extraire et à modéliser en secret. C'était là que résidait la vraie valeur. Et cette valeur, je la possédais désormais. J'avais investi des fonds colossaux, issus de la vente discrète de la première partie de ma start-up, pour sécuriser ces algorithmes à travers une holding anonyme, profitant de la complexité juridique que Michel, trop obsédé par les bâtiments et les camions, avait négligée. J'avais tout misé sur ce moment, jouant aux échecs avec un homme qui pensait jouer aux dames. Alors que le silence de la table s'éternisait, chaque seconde me donnant plus de force, j'ai repensé à mon père biologique, l'homme simple que Michel avait passé 20 ans à insulter indirectement. Il m'avait toujours dit « Héloïse, le véritable pouvoir n'est pas de faire du bruit, mais d'avoir le dernier mot. » Et ce soir, j'avais le dernier mot. La main de Michel restait posée sur la table, ses jointures blanches de colère. Les convives, tous des figures importantes de la région, attendaient à ma déroute. Ils attendaient que la petite Héloïse pleure, s'excuse et disparaisse dans l'ombre. Mon regard s'est fixé sur celui de Michel, et pour la première fois, j'y ai vu une lueur de confusion sous l'arrogance. Il s'attendait à la capitulation. Il ne verrait qu'une arme chargée. La scène était parfaitement française. Un drame de famille explosif se déroulant au milieu du faste, de la bonne chair et d'une hypocrisie insupportable. Le moment était venu de transformer l'humiliation en victoire. La réplique n'allait pas être émotionnelle, mais financière et chirurgicale. Elle allait lui retirer non seulement son autorité, mais aussi sa fortune et son honneur, sous les yeux de ceux qu'il voulait impressionner. J'ai pris une profonde inspiration, et le silence s'est brisé. J'ai souri, non pas un sourire de défi, mais un sourire froid et calculé qui n'atteignait pas mes yeux, le genre de sourire que Michel lui-même utilisait pour dissimuler un accord brutal. J'ai lentement et délibérément posé ma fourchette sur mon assiette, le tintement du métal résonnant dans la pièce tendue. Je me suis penchée légèrement en avant, me rapprochant de la position de pouvoir de mon beau-père, qui était encore en pleine posture de domination, son poing toujours figé sur la table, comme un rappel de son commandement. « Tu n'es rien ici, tu n'as rien, et tu n'auras rien », avait-il dit. Ce sont ces mots que j'ai choisi d'utiliser comme mon point de départ, le tremplin vers la révélation que j'avais préparée. J'ai parlé, non pas en criant, mais avec une voix claire, mesurée et amplifiée par le silence choqué de l'assistance. Une voix qui, par son calme, contrastait violemment avec sa brutalité. « Michel », ai-je commencé, utilisant son prénom pour la première fois en public, au lieu de la formule polie beau-père qu'il exigeait. « Je vous remercie pour la clarté. Vous avez raison. Si je devais compter sur l'héritage de cette table pour exister, je ne serais rien. Et je n'aurais rien. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre mes précautions. Il y a de cela 6 mois, lorsque j'ai appris la transaction que vous célébrez ce soir. Mon beau-père a froncé les sourcils, son arrogance se fissurant face à l'inattendu. Ma mère m'a lancé un regard paniqué, tentant désespérément de me faire signe de me taire, mais j'étais bien au-delà de sa portée. Charles et Thibault riaient doucement, pensant que j'allais faire une remarque amère sur mon manque d'héritage. C'est là que j'ai livré la réplique. Ma voix a gardé son calme glacial, mais chaque mot a atterri comme une balle de sniper. Vous venez de vendre, Michel, le corps d'une entreprise pour une somme que vous trouvez satisfaisante. Vous avez parlé de vieux actifs et de manque de vision chez les jeunes. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'entreprise Moreau Logistics, c'est comme une voiture que vous auriez vendue sans les roues
le moteur et l'ordinateur de bord. Vous avez gardé la carrosserie. J'ai fait une pause pour laisser la métaphore s'imprégner. Le silence était encore plus lourd. Les convives ne sachant plus s'ils devaient de rire ou se sentir gênés. L'acheteur que vous célébrez, le consortium Global Transport Solutions, s'est engagé dans cette acquisition dans l'espoir de moderniser vos infrastructures. Mais ce qu'il cherche réellement, c'est le cœur numérique de l'opération, l'optimisation des trajets, la gestion prédictive des flux et surtout l'accès à une base de données historique de plus de 40 ans. J'ai souri un peu plus fort. Base de données qui, par une négligence juridique flagrante de votre part, n'était pas protégée par la clause de cession. L'expression de Michel est passée de l'arrogance à l'incrédulité, puis à une angoisse glaciale. Il s'est mis à transpirer légèrement, ses yeux allant de moi à ma mère, cherchant une explication. Il y a 6 mois, Global Transport Solutions a approché ma propre entreprise, Solstice Analytics, pour effectuer la due diligence et l'intégration de ce précieux actif numérique. C'était la première bombe, la révélation de mon succès secret. La surprise a balayé la table. Des chuchotements ont commencé. Charles s'est levé, à moitié indigné. « Ta start-up ? Tu n'as qu'une boîte d'intello à la petite semaine ?» J'ai ignoré mon demi-frère avec un mépris total et me suis adressé directement à Michel. Ma start-up, Charles, a été valorisée à 150 millions d'euros lors de son dernier tour de table, ce qui la place un peu au-dessus de vos petites semaines habituelles. Mais ce n'est pas le plus important. J'ai levé mon verre de vin rouge, mon geste étant soudain le centre d'attention. Le plus important est que l'acquisition de vos actifs physiques est devenue sans objet pour le consortium sans le système de gestion des données. Et ce système, Michel, je l'ai acquis légalement. Solstice Analytics est désormais propriétaire des algorithmes de routage, des données clients et des outils prédictifs qui rendaient à votre branche vendue rentable pour l'acheteur. J'ai bu une gorgée de vin, le laissant traîner. La stupeur était absolue. Michel s'était redressé. Son poing sur la table semblait soudain être un geste d'impuissance. Les convives étaient figés, leur visage un mélange de choc et de fascination. L'image de l'homme puissant, de l'entrepreneur génial, venait de s'effondrer comme un château de cartes. J'ai terminé ma réplique, ma voix devenant un peu plus dure. « Ce soir, Michel, je ne suis pas seulement Héloïse, la fille de ma mère qui n'a rien. Je suis la seule personne qui peut garantir la survie de votre acheteur. Et cet acheteur, frustré de s'être fait rouler par vous, n'a eu d'autre choix que de s'associer avec moi. Mon accord avec Global Transport Solutions a été signé cet après-midi. Il garantit la stabilité de leurs opérations, et en échange, il me paie non seulement pour mon système, mais il m'accorde également 10% du capital de leur nouvelle filiale, celle qui vient d'acquérir vos vieux actifs. En d'autres termes, Michel, non seulement vous avez perdu l'actif le plus précieux de votre entreprise par négligence, mais vous avez vendu ce qui vous restait pour m'enrichir, sans même le savoir. Je suis désormais votre patronne indirecte. La bombe avait été larguée. Le silence n'était plus d'attente, mais de dévastation. Le poing de Michel sur la table s'est desserré, sa main tremblant visiblement avant qu'il ne la retire, comme s'il avait été brûlé. Le bruit qu'il avait fait pour m'intimider était maintenant éclipsé par le fracas silencieux de son autorité brisée. Les invités, des hommes d'affaires de son cercle, ont rapidement détourné le regard, l'embarras se mêlant à une curiosité malsaine. L'arrogance de Michel s'est transformée en une fureur contenue, le rouge lui montant au visage, un signe de détresse que je n'avais jamais vu auparavant. « C'est un mensonge », a-t-il craché, sa voix rauque. « Une machination ridicule. Tu es une enfant, tu n'as pas l'argent, ni le réseau pour un tel coup. » J'ai sorti de mon petit sac de soirée une pochette en cuir contenant des documents. Je les ai glissés sur la nappe, juste assez loin pour qu'ils puissent les saisir, mais assez près pour que les convives puissent voir le logo du cabinet d'avocats international, Lemaire & Associés. Ce sont les copies notariées de l'accord, Michel. Vous trouverez les détails de l'acquisition des droits d'exploitation et de l'intégration stratégique de Solstice Analytics. Lemaire & Associés vous contactera demain pour le reste. En fait, l'acquisition de la branche logistique par Global Transport Solutions était un plan de secours. Leur plan principal était de s'associer avec moi, mais ils avaient besoin de vos actifs physiques pour opérer. Vous avez simplement servi de cheval de Troie involontaire. La dévastation de Michel était totale. Charles, le fils en or,
s'est effondré sur sa chaise, son arrogance s'étant évaporée. L'entreprise familiale, son héritage promis, venait d'être démantelé de l'intérieur par la personne qui l'avait le plus méprisé, et il ne recevrait rien d'autre que l'humiliation. Thibaut, plus pragmatique, mais tout aussi égocentrique, a murmuré « Attends, si tu es si riche, pourquoi tu ne nous as jamais aidés ?» La question était l'aveu le plus révélateur de leur mentalité. L'argent n'était qu'un moyen de servitude et de contrôle. Ma mère, Claire, est intervenue, sa voix tremblante. Elle m'a imploré. « Héloïse, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça à Michel. Pense à la famille. Nous sommes la famille. » J'ai senti une pointe de douleur. Mais elle a été immédiatement submergée par le souvenir de ces années de silence, de son regard fuyant. Je l'ai regardé, mon visage impassible. « La famille », ai-je répondu. Chaque mot était un couteau. La famille, maman, ne m'aurait pas laissé vivre dans l'ombre pendant 20 ans. La famille ne m'aurait pas forcé à mendier de l'aide émotionnelle, ni n'aurait applaudi pendant que Michel essayait de me réduire au silence. La famille, je l'ai construite moi-même, loin d'ici, avec ceux qui respectent le travail et la valeur, pas seulement le nom et l'argent. Le drame a atteint son paroxysme lorsque Michel, dans un dernier sursaut d'orgueil blessé, s'est levé, sa chaise reculant bruyamment. Il a pointé du doigt les documents. « Si c'est vrai, tu devras me le payer. Tu devras me le payer très cher. » C'était un appel désespéré à la négociation. J'ai souri, cette fois avec un triomphe non dissimulé. J'ai déjà payé, Michel. J'ai payé avec mon silence, ma patience et mon travail acharné pendant que vous passiez votre temps à vous vanter. Le prix que vous paierez, c'est l'honneur et l'humiliation que vous m'avez servi à chaque repas. J'ai ramassé mes documents. Les convives se levaient discrètement. La fête était terminée, l'ambiance détruite par la réalité du pouvoir qui venait de changer de main. Ma victoire n'était pas seulement financière, elle était morale. J'avais retourné le miroir, forçant Michel à voir sa propre petitesse. Je me suis dirigée vers la porte, ma démarche assurée, n'ayant plus besoin de l'approbation de personne. La porte de cet hôtel particulier ne se refermerait pas derrière moi sur mon humiliation, mais sur mon triomphe absolu. Dans les jours qui ont suivi, le téléphone a sonné sans arrêt. Michel tentait de me joindre, non pas pour s'excuser, mais pour négocier et menacer. Ses messages passèrent de la colère au plaidoyer, affirmant que je détruisais l'héritage familial. Il ne comprenait toujours pas que mon existence était l'héritage que j'avais choisi de construire. Ma mère, Claire, a essayé de jouer la carte de la mère blessée, me suppliant de faire la paix pour Noël, insistant sur l'importance du lien du sang. J'ai coupé court, lui rappelant gentiment que le lien qu'elle avait le plus protégé était son propre confort, pas mon bien-être. « J'ai pris ma décision, maman, » lui ai-je dit. « La dignité n'est pas négociable. Mon succès m'a offert bien plus que des millions sur mon compte bancaire. Il m'a offert une lucidité inestimable. J'ai pu mesurer la loyauté des gens sans la distorsion du besoin. Mon meilleur ami, Marc, qui avait toujours cru en ma start-up quand elle n'était qu'une idée folle, a été le premier à qui j'ai révélé l'ampleur de mon succès et de mon plan. Sa réaction n'a été qu'une fierté silencieuse. Il ne m'a rien demandé. Il a juste levé son verre à ma liberté. J'ai compris que la véritable richesse résidait dans ces liens, ceux qui n'étaient pas basés sur l'attente d'une compensation financière. J'ai continué à diriger Solstice Analytics, utilisant ma position pour innover réellement, loin du monde obsolète de Michel. Mon partenariat avec Global Transport Solutions a été un succès fulgurant. J'ai utilisé ma participation pour investir dans l'éducation et la recherche, créant une fondation pour aider les jeunes entrepreneurs sous-estimés, ceux qui, comme moi, travaillent dans l'ombre et n'ont pas accès au réseau de l'ancienne élite. J'ai choisi de faire de mon argent un outil pour le changement, et non pas une preuve de supériorité. Mon grand-père maternel m'avait toujours dit « L'argent n'est qu'un outil, Héloïse, pas une mesure de ta valeur. Utilise-le pour construire quelque chose de significatif. » Je vivais enfin selon cette philosophie. Quant à Michel, l'impact de ma réplique ne s'est pas limité à l'humiliation. Les implications juridiques de la cession incomplète des actifs numériques l'ont contraint à une bataille légale, amère, avec Global Transport Solutions. Son image de génie des affaires s'est effondrée. Il a été exposé comme un homme de la vieille garde, dépassé,
aveuglé par son ego et ses préjugés, incapable de voir la valeur de la nouvelle économie incarnée par sa belle-fille. Charles et Thibault se sont retrouvés sans filet de sécurité, forcés de trouver leur propre chemin, leur héritage étant désormais sous mon contrôle indirect. Ma victoire n'était pas seulement celle de la richesse, mais celle de la réconciliation avec moi-même. J'ai prouvé que le respect se gagne, et qu'il est la seule monnaie valable dans les relations humaines. La liberté que j'ai gagnée n'était pas l'absence d'obligations, mais le pouvoir de choisir mes obligations, de choisir ma vraie famille et ma vraie vie. Le drame à cette table de dîner français n'était pas une fin, mais le début de mon histoire, celle où l'invisible devient invincible, et où le silence est l'arme la plus puissante. L'honneur n'est pas dans le nom qu'on hérite, mais dans la fierté qu'on construit. L'onde de choc de ce dîner ne s'est pas estompée en quelques jours. Elle a redéfini le paysage social et financier de la région de Lyon. La nouvelle de la déconfiture de Michel, orchestrée par sa belle-fille, qu'il avait toujours considérée comme négligeable, a circulé dans les cercles d'affaires avec la rapidité et la voracité d'une information boursière cruciale. L'image de Michel Moreau, l'entrepreneur infaillible, le pilier de la vieille économie, s'est fissurée de manière irréparable. Le plus grand châtiment n'a pas été la perte financière, mais la perte de prestige, une monnaie bien plus précieuse que l'euro pour ses élites. J'ai observé les retombées avec un détachement clinique, analysant les réactions comme des données sur mon tableau de bord. La machine learning de ma vie m'avait enseigné une chose. La valeur d'une personne n'est pas son patrimoine, mais la stratégie de son silence et la force de sa riposte. J'ai utilisé ma nouvelle notoriété, non pas pour me venger, mais pour consolider ma position. Mon partenariat avec Global Transport Solutions est devenu public, me positionnant non plus comme la fille d'eux, mais comme l'architecte du futur de la logistique européenne. Ma société, Solstice Analytics, a explosé, attirant les meilleurs talents et les contrats les plus lucratifs, ceux-là même que Michel, dans son aveuglement, n'aurait jamais pu imaginer. La relation avec ma mère, Claire, est restée tendue. Elle m'a finalement contactée, non pas pour s'excuser pour ses années de passivité, mais pour avouer sa peur. Elle craignait d'être coupée de la fortune de Michel, ou pire, d'être reléguée au rôle de paria social à cause de mon acte. Cette conversation a été ma dernière leçon de détachement. J'ai compris qu'elle n'avait jamais été mon adversaire, mais la victime consentante de son propre choix. La peur du manque éclipsant l'amour filial. Je lui ai offert une sécurité financière discrète, non par obligation, mais comme un ultime geste de pitié, lui permettant de quitter Michel si elle le souhaitait. Elle a refusé, préférant l'esclavage doré à la liberté. J'ai alors coupé les ponts, réalisant que le respect de soi exige parfois de se séparer de ceux qui choisissent la dépendance. Quant à Charles et Thibault, l'histoire de leur déchéance est devenue un murmure ironique. Privés de la main nourricière de leur père, ils ont tenté de lancer leurs propres entreprises, s'appuyant uniquement sur leur nom, mais échouant lamentablement faute de compétences réelles. L'argent facile s'était envolé. Leur chute a prouvé que l'héritage n'est pas une garantie de compétence, et que le droit de naissance ne peut pas remplacer le travail acharné. J'ai même reçu une offre indirecte de Charles, via un avocat, me demandant d'investir dans son nouveau projet. Ma réponse fut un courriel laconique d'un seul mot. Non. Ce refus n'était pas de la mesquinerie, c'était la reconnaissance que certaines personnes doivent affronter les conséquences de leurs actions pour évoluer. Mon propre chemin est désormais pavé d'une nouvelle noblesse, celle du mérite. J'ai acheté la maison de mes grands-parents maternels, un lieu modeste, loin du faste lyonnais, mais rempli des souvenirs de la vraie affection et des valeurs de travail qui ont rendu mon succès possible. C'est là que j'ai installé ma fondation, celle qui aide les jeunes à construire leur propre fortune sur l'innovation et l'éthique, pas sur le népotisme. Le véritable pouvoir, je l'ai appris, n'est pas de dominer, mais de créer et de donner du pouvoir aux autres. Le coup de poing de Michel sur la table n'est plus qu'un écho lointain, un signal d'alarme qui m'a rappelé que le silence est parfois une trahison, et que la seule façon d'obtenir le respect est d'avoir le dernier mot, celui qui change la donne pour toujours. Mon héritage ne sera pas celui d'une fille d'eux, mais celui de celle qui a osé se lever et a démontré que la data vaut plus que le béton. Mon histoire est terminée, mais la leçon de la riposte ne fait que commencer. Le coup de semonce du dîner
n'était que l'ouverture des hostilités. Michel n'était pas homme à s'avouer vaincu. Surtout pas par ce qu'il considérait comme une traîtresse et une ingrate. Son ego était bien trop large, bien trop investi dans l'image de l'homme d'affaires omnipotent pour accepter l'humiliation. Je m'attendais à une riposte, et c'est exactement ce que j'ai reçu. Une attaque en règle, utilisant toutes les armes du vieux monde, la calomnie, la pression sociale et, bien sûr, les avocats. Ce fut une guerre froide, où la seule chose qui volait n'était pas la haine, mais les mémos juridiques et les articles de presse déguisés. Dans les semaines qui ont suivi le dîner, Michel a orchestré une campagne de diffamation dans les journaux locaux et les magazines économiques, me dépeignant comme une parvenue sans scrupules qui avait volé la propriété intellectuelle de son beau-père. Il a joué la carte de la victime, l'homme trahi par la fille qu'il avait généreusement élevée. Il a même réussi à faire publier une interview larmoyante de ma mère, Claire, dans un journal mondain, où elle exprimait sa douleur face à ma cruauté et à ma décision unilatérale de briser la famille. Le ton était clair. Héloïse était la méchante. L'argent l'avait corrompue. J'ai souri en lisant l'article. Il confirmait exactement ce que je savais. Leur unique valeur était l'apparence, et leur seule défense, le mensonge émotionnel. Mon équipe juridique, le maire et l'associé, était prête. Contrairement à Michel, dont l'orgueil le poussait à se défendre avec des avocats locaux et tape à l'œil, j'avais choisi la précision chirurgicale et l'anonymat. Notre réponse n'a pas été dans les médias, mais dans les tribunaux. Nous avons déposé une plainte pour diffamation aggravée, demandant des dommages et intérêts suffisamment élevés pour effacer la valeur de l'appartement qu'il venait d'acheter à son fils Charles. Plus important encore, nous avons déposé une injonction pour forcer Michel à cesser toute communication publique sur les détails de la transaction avec Global Transport Solutions, sous peine de sanctions financières quotidiennes. Cette manœuvre a été un coup de maître. Elle l'a forcé au silence, le privant de son seul outil restant, sa voix publique. Simultanément, Michel a lancé une série de poursuites pour contester la légalité de mon acquisition des droits d'exploitation des données. Il a prétendu que les clauses qu'il avait signées n'incluaient pas la cession de la propriété intellectuelle des algorithmes de routage, arguant qu'elle aurait dû rester avec la société mère qu'il possédait encore. Ce fut l'erreur fatale. Ma connaissance intime des failles contractuelles de son entreprise, failles que j'avais passé des mois à étudier, m'a permis d'anticiper son mouvement. Pendant mon temps à Paris, j'avais non seulement fondé Solstice Analytics, mais j'avais également obtenu mon diplôme en droit des affaires avec une spécialisation en propriété intellectuelle, une information qu'il n'avait jamais jugé bon de demander. Au lieu de me défendre pied à pied, j'ai contre-attaqué en utilisant un fait peu connu du droit commercial français concernant l'obsolescence technique non déclarée. J'ai prouvé, grâce à des analyses de données irréfutables produites par mes propres algorithmes, que les systèmes qu'ils prétendaient encore posséder étaient techniquement défectueux et n'avaient pas été mis à jour depuis 10 ans, rendant leur valeur nulle. J'ai non seulement rejeté sa plainte, mais j'ai ouvert la voie à un audit fiscal de toute la branche Morrow Logistics, pour fraude potentielle liée à la dépréciation des actifs non déclarés. J'ai utilisé l'argent pour combattre l'argent, mais surtout, j'ai utilisé la vérité contre son mensonge. La vraie bataille s'est déroulée sur le marché. Michel, désormais isolé, a vu ses lignes de crédit s'évaporer. Ses anciens amis, qui l'avaient applaudi au dîner, ont pris leur distance, car l'échec judiciaire et l'audit fiscal sentaient le soufre. J'ai découvert que Michel tentait désespérément de vendre les actifs restants de Morrow Logistics, le siège social historique, quelques entrepôts non modernisés, des biens de prestige sans valeur stratégique, pour couvrir ses frais de justice et maintenir son style de vie. Mon coup final dans cette guerre froide fut d'anticiper la vente. J'ai créé, via une holding suisse anonyme, une société écran, Vénus Capital. Ma cible était le siège historique, un bâtiment magnifique qu'il chérissait plus que tout. J'ai demandé à mes agents de négocier son achat, en faisant monter les enchères, jusqu'à ce que Michel pense faire une affaire en or. Au moment de signer, j'ai fait retirer l'offre, révélant la véritable identité du bénéficiaire et retirant soudainement du marché la seule source de liquidité qu'il lui restait. J'ai laissé un message simple via mon avocat. Le bâtiment reste, Michel. Mais vous n'en êtes plus qu'un locataire précaire. Je n'avais pas besoin de sa propriété. Je voulais simplement lui enlever l'illusion du contrôle
au moment où il en avait le plus besoin. J'ai ensuite acheté le siège à un prix dérisoire, après qu'il eut désespérément liquidé tous ses actifs. Je n'ai pas chassé Michel et ma mère. Au lieu de cela, je leur ai envoyé un contrat de location à prix fort pour leur propre maison, les forçant à me payer un loyer exorbitant pour continuer à vivre dans le luxe qu'ils m'avaient toujours fait miroiter. Le paiement était dû au premier du mois, sans exception. Ce n'était pas de la charité, c'était de la domination froide. Les forcer à reconnaître ma suprématie financière chaque mois, sans que j'aie à me salir les mains. Leur vie luxueuse est devenue ma rente et leur prison. C'était le vrai prix de l'eau froide. Ma vengeance n'était pas finie. Elle venait de devenir une stratégie de revenus passive et permanente. Avec Michel maintenant réduit à l'état de locataire amer dans sa propre prison dorée, mon attention s'est portée sur la construction. Le machine learning que j'appliquais à mon entreprise, Solstice Analytics, n'était pas seulement pour l'optimisation logistique, c'était la doctrine de ma vie. Analyser les données, prédire les conséquences et agir avec une efficacité implacable. Dans le monde des affaires, cela signifiait que chaque décision était une marge de sécurité contre le chaos et l'erreur humaine. Dans ma vie personnelle, cela signifiait que je ne laisserais plus jamais l'émotion dicter mes choix. Le danger après une victoire écrasante est la tentation de l'annihilation totale. L'envie de détruire complètement ce qui reste de l'orgueil de mes demi-frères, Charles et Thibaut, était bien réelle. Ils étaient désormais sans le sou, Charles ayant gaspillé son petit capital dans une série de start-ups éphémères, et Thibaut ayant perdu ses commandites après l'effondrement de la réputation de Michel. Leurs échecs étaient l'un des publics et bruyants. J'aurais pu les écraser sous mon talon sans effort. Un seul coup de fil à un créancier. Une simple fuite d'informations sur leur compte bancaire déjà à sec. Et leur existence aurait été réduite à néant. C'est là que j'ai appliqué le test du mérite. Le seul principe sur lequel j'avais construit mon propre empire. Si je les détruisais par vengeance, je ne serais pas meilleur que Michel. Mon pouvoir devait être utilisé comme un outil d'évolution, non comme un instrument de destruction gratuite. J'ai choisi une approche plus subtile, plus cruelle à long terme, car elle exigeait qu'ils voient ma réussite tous les jours, sans pouvoir y toucher. J'ai lancé un appel d'offres anonyme pour un poste de simple gestionnaire de données junior au sein de Solstice Analytics. Charles, désespéré et forcé de chercher un vrai travail, a postulé. J'ai fait examiner sa candidature par mes RH. Sans la moindre intervention de ma part, son dossier a été rejeté pour incompétence flagrante et manque d'expérience technique. La lettre de refus standard qu'il a reçue portait le logo de Solstice Analytics, l'entreprise que j'avais créée. Il n'a jamais su que j'étais derrière ce refus. Le message était clair. Le nom ne vous sauve plus, et vous n'avez pas le niveau pour balayer mon sol. C'était une vengeance sans tache, une justice administrée par le marché lui-même. J'ai forcé la réalité de son échec à le rattraper, ce qui est bien plus douloureux que la faillite instantanée. Mon focus est resté sur Solstice Analytics. Nous avons acquis des contrats majeurs, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, révolutionnant la logistique avec des modèles prédictifs qui économisèrent des milliards. J'ai veillé à ce que la culture de l'entreprise soit l'antithèse de la maison de Michel. Mérite, transparence et innovation. J'ai instauré des salaires basés sur la performance et non sur l'ancienneté ou les relations. J'ai utilisé ma fondation pour identifier les talents cachés dans les banlieues et les petites villes, ceux qui n'avaient pas accès aux grandes écoles, leur offrant des bourses d'études et des mentors. Mon héritage prenait forme, une armée silencieuse de méritocrates qui devait sa réussite non à l'ancien régime, mais à la puissance de la data. 1 an après le dîner, ma mère, Claire, a finalement tenté une ultime approche émotionnelle. Elle m'a demandé de me joindre à un petit dîner pour régler les choses et faire le point. Elle a sous-entendu que Michel était malade et qu'il fallait pardonner. J'ai accepté, mais j'ai fixé les règles. Le dîner se déroulerait dans mon propre appartement à Paris, un lieu que Michel n'avait jamais daigné visiter, et les sujets seraient strictement limités à l'état de leur santé et à la gestion de la propriété que j'avais acquise. J'ai préparé l'appartement avec une précision psychologique. Pas de faste ostentatoire, mais une élégance minimaliste et coûteuse qui hurlait le succès discret et indépendant. Le dîner a eu lieu. Michel, vieilli et amaigri, jouait le rôle de l'homme brisé, mais ses yeux trahissaient toujours l'ancienne arrogance. Claire, nerveuse, tentait de créer une atmosphère artificielle de famille.
La conversation a tourné autour de leur difficulté à payer le loyer exorbitant de ma propriété. Michel a finalement craqué. « Héloïse, tu as gagné. Que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux pour cesser cette mascarade. Nous sommes ruinés. » Il s'attendait à une négociation. J'ai répondu avec un calme olympien, le même ton que celui que j'avais eu lors de ma réplique. « Je ne veux rien, Michel. J'ai déjà tout. J'ai expliqué que le loyer était le prix de l'utilisation de mon bien, et qu'il devait être payé. Vous avez enseigné au monde entier que le droit de vivre dans le luxe se paie. Je suis juste votre locatrice la plus assidue. » Ma mère a alors fondu en larmes, me suppliant de faire preuve d'humanité. J'ai gardé le silence, puis j'ai déclaré « Mon humanité a été utilisée pour construire quelque chose de meilleur. Mon offre de vous aider à vous reloger dans un appartement moins cher pour vous permettre de reconstruire a été rejetée. Je ne vous dois rien de plus. » Ce dîner n'était pas un pont. C'était la cérémonie d'enterrement de leur emprise sur ma vie. Je les ai vus partir. Le couple autrefois tout-puissant, marchant dans la rue parisienne, réduits à l'état de fantômes du passé, leur défaite gravée dans leur posture. Mon triomphe était complet, non pas par la destruction, mais par l'indifférence totale envers leur existence. 2 ans après le coup de poing sur la table, l'écho de cette soirée s'était transformé en une légende urbaine dans les cercles d'affaires. L'histoire d'Héloïse, la belle-fille oubliée qui a démantelé l'empire de son beau-père, avec un algorithme et un sang-froid glacial, est devenue un mythe fondateur pour la nouvelle génération d'entrepreneurs. Mon nom était synonyme de stratégie et de pouvoir discret. Je n'avais plus besoin de parler. Mes résultats parlaient pour moi. Michel et Claire ont finalement été contraints de quitter l'hôtel particulier. Ils n'avaient plus les moyens de payer le loyer que j'exigeais, et aucun autre ami n'était prêt à les aider par crainte de ma vengeance. Ironiquement, le dernier obstacle pour eux fut la dignité. Ils ont déménagé dans un appartement exigu en banlieue, une humiliation publique qui a achevé de ruiner l'image de Michel. Leur chute était la preuve que le pouvoir sans fondement n'est qu'une illusion éphémère. Je n'ai ressenti ni joie, ni regret, seulement la satisfaction stoïque de voir le cycle karmique s'achever. Charles et Thibault, après avoir touché le fond, ont connu des sorts différents. Thibault, incapable de se réformer, est devenu un petit escroc dans le monde de la nuit, vivant de dettes et de l'aide occasionnelle que sa mère lui envoyait en secret. Charles, l'ancien héritier, a fini par trouver un travail de simple manutentionnaire dans un entrepôt, un poste qui exigeait la discipline physique qu'il avait toujours méprisée. Je ne suis pas intervenue, mais j'ai surveillé, sachant que la vraie justice n'était pas la vengeance, mais la réalité qui les rattrapait. Ma vie, quant à elle, s'est transformée en une quête de léguer la méritocratie. J'ai démissionné de mon poste de PDG de Solstice Analytics, confiant la direction à une équipe que j'avais personnellement formée. J'ai choisi de me concentrer exclusivement sur ma fondation pour la compétence numérique, utilisant mon temps et ma fortune pour former la prochaine génération de perturbateurs silencieux. J'ai investi dans la recherche en éthique des données, m'assurant que les outils de pouvoir que j'avais créés ne seraient jamais utilisés pour l'exploitation, mais pour l'amélioration. Je suis passé du rôle de protagoniste de la vengeance à celui de mentor de la nouvelle ère. J'ai trouvé la paix dans mon silence doré, loin des paillettes et des dîners bourgeois. J'ai acheté une petite ferme en Provence, un lieu qui rappelait la simplicité et le travail honnête que mes grands-parents m'avaient enseigné. J'y ai construit un petit laboratoire de recherche, un lieu de retraite, où je pouvais continuer à développer mes algorithmes pour le bien de ma fondation. Ma richesse est devenue une armure contre le monde et un levier pour le changement. Je conduisais une voiture simple, portais des vêtements pratiques et passais mes week-ends à travailler la terre ou à enseigner. Mes choix étaient l'antithèse absolue de la vie de Michel et Claire. Le dernier acte de cette histoire a eu lieu il y a quelques mois. J'ai reçu un appel de l'avocat de Michel m'informant de son décès. Le stress et l'humiliation l'avaient rongé. Il n'avait laissé aucun héritage, seulement des dettes. L'avocat m'a informé qu'une dernière lettre était adressée à moi seule. Je l'ai ouverte sans attente. La lettre était courte, tremblante, et ne contenait ni excuses, ni plaidoyer. Juste une phrase, l'aveu final de sa défaite. « Tu avais raison, Héloïse. Je n'ai jamais vu la vraie valeur. » Cette phrase a été ma véritable et dernière victoire, plus puissante que tous les millions, plus forte que toutes les humiliations. Elle a validé mon chemin, mon travail, mon choix de résister à la tyrannie de l'orgueil et de construire mon propre trône.
Le coup de poing sur la table était l'acte d'un homme qui se sentait tout-puissant. Ma réplique était l'acte d'une femme qui savait qu'elle l'était. Mon histoire est un rappel que le silence est d'or, mais que la connaissance est l'arme qui change la donne pour toujours. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent. Il s'agit de devenir indispensable.